envie d'écouter, parce que c'est peut-être ça le plus important. D'abord, je voudrais remercier Martine pour les mots très élogieux qu'elle a dit à propos, et je vous fais confiance, j'adore les compliments, et donc j'ai été servi, et j'espère que ça va continuer. D'autre part, je voulais vous faire aussi une autre confidence. Vous savez, tout le monde croit que mon rêve le plus fou, c'était de rentrer à l'académie. Pas du tout, c'était de venir ici. Je suis ravi, merveilleux. L'association d'Hermitage et l'Église de France. Ça, j'ai l'impression que c'est enfin cette consécration qu'en tant qu'arriviste, eh bien, j'essayais d'obtenir. Je suis donc très très heureux. Enfin, c'est un sommet de ma carrière. Alors, Martine me pose une question. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce jeu d'histoire en imaginant que le maréchal Pétain, le 11 novembre 1942, décidait de rejoindre Alger? Ça paraît un peu fou, ça paraît quelque chose de pas très académique. C'est vrai qu'à l'académie, on a l'habitude plutôt de respecter l'histoire, peut-être qu'elle se fait à toutes les époques d'ailleurs, c'est peut-être un peu le défaut de l'académie. Mais cette idée, en réalité, n'est pas si absurde, puisque c'était le souhait de Roosevelt. Roosevelt, qui connaissait le maréchal Pétain, qui avait beaucoup d'admiration pour lui, parce qu'il avait connu en 1914, souhaitait que le maréchal Pétain rejoigne les troupes en Algérie au moment du débarquement. Et d'ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis à Vichy, qui pendant toute la période de Vichy, il y a eu un ambassadeur américain, eh bien, harcelait le maréchal Pétain pour qu'il prenne sa décision. Et très curieusement, j'ai eu cette confirmation de cette idée qui paraît aujourd'hui un peu folle, dans un article de la revue Commentaire qui reproduisait un texte de Raymond Aron. Et Raymond Aron, dans un texte que je vous recommande, qui est sorti il y a 2 mois dans la revue Commentaire, qui était publié par la France Libre, et un texte qui s'appelle La France de 1940 à 1945, un texte d'une dizaine de pages, qui a une particularité. C'est que Raymond Aron n'y évoque pas le nom du général de Gaulle. C'est curieux pour un homme qui était, je considère que Raymond Aron était à Londres. Et deuxième chose un peu bizarre, pour un homme qui était à Londres, c'est qu'il se montre dans cet article très favorable à l'armistice. Et vous savez que le général de Gaulle exécrait l'armistice. Et enfin, il dit que la seule solution pour la réconciliation de la France, c'était que le maréchal Pétain prenne l'avion le 11 novembre 1942 et rejoigne les Américains à l'Afrique du Nord. Ça aurait évité une forme de guerre. Et d'ailleurs, merci Richard de nous accueillir, Martine, Nicolas. Cette année, nous allons fêter les 400 ans de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Et force est de constater que nous sortons d'une période où, pour s'empêcher de mourir, nous sommes empêchés de vivre. Et donc, c'est l'occasion d'interroger La Fontaine sur des sujets tels que la liberté, le rêve, le temps. La liberté. Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille
et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos, lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera fort sur relief de toutes les façons, de poulet ou de pigeons, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là, lui dit-il? Rien. Quoi, rien? Peu de choses, encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez peut-être la cause, attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Et court encore, on est en droit de se poser la question. Après la liberté, le rêve. Alors là, je vais tenter de vous mettre sur la voie. Je vais aborder un des personnages les plus connus de La Fontaine. Il s'agit d'une femme, jolie, je ne sais pas, jeune peut-être, qui habite la campagne, qui travaille dans le lait. Perrette. Et avant de commencer la fable de Perrette, je vais ouvrir une petite parenthèse sur son rêve. Vous savez tous qu'elle va faire un rêve éveillé. Elle va imaginer tout ce qu'elle va pouvoir faire avec le prix de son lait. Elle va faire des plans, je dirais aujourd'hui, elle va faire des plans sur la comète, Perrette. Et donc la première chose qu'elle va imaginer, elle va imaginer qu'avec le prix de son lait, elle va imaginer qu'elle achète un 102. Alors, j'étais renseigné auprès de ma laitière à moi, ma laitière à moi, la fromagère. Et en effet, les gens à l'époque achetaient leurs œufs par 100. Il y a bien un panier adapté pour cette quantité. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais dans la suite de son rêve, elle va imaginer que chaque œuf va faire triple couvée. Alors, j'ai déjà vu un œuf avec 2 jaunes, des jumeaux, mais alors, un œuf avec 3 jaunes, des triplés, moi je n'en ai jamais vu, je ne sais pas vous. Donc Perrette imagine déjà 100 x 3, 300 pouces. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et revêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée, la chose allait à bien par son soin diligent. Mais c'est-elle facile d'élever des poulets autour de ma maison? Le renard sera bien habile s'il m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre état, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau.
Perrette, là-dessus, saute aussi transporté le laiton. Adieu, vos vaches, la dame de ses biens qui tend d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Je répète, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Autre temps, autre mœurs, le récit en farce, en fufé, on l'appela, le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi. Mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même, je suis Grosjean comme devant. À mon petit niveau, c'est vrai que quand j'écris un roman, c'est le désir qu'on puisse finalement essayer de trouver à travers ces personnages quelque chose qui nous parle. C'est ça le roman. Le roman, c'est essayer de montrer qu'en dehors des choses réelles, il y a des choses irrationnelles, il y a des choses mystérieuses qui nous échappent complètement et qui pourtant jouent un grand rôle. Mais en même temps, à côté de cette mythification, l'esprit humain a besoin de vérification. Et on pourrait dire que c'est un peu comme dans l'amour, dans, vous savez, le personnage de Proust, Swann, qui tombe amoureux d'une femme, il passe son temps à l'idéaliser, Odette de Crécy, il l'idéalise, il la rêve, et puis, finalement, au bout d'un certain temps, il rentre dans la vérification. Il vérifie son emploi du temps, et bien sûr, il découvre qu'il est trompé. C'est vraiment, ça fait partie de, disons, du mouvement humain, c'est de vouloir mythifier et en même temps de vouloir vérifier la réalité. Et ce qui était passionnant dans cette époque de l'occupation, c'était de pouvoir finalement contextualiser. Parce que je crois que la grande erreur, et j'ai eu l'occasion de le dire dans un discours à l'Académie sur la coupole sur Napoléon, toutes les erreurs que nous commettons en matière historique, c'est par l'absence du contexte. Nous sommes trop dans l'idéologie, et ça c'est... Nous connaissons trop bien l'idéologie et pas assez bien l'histoire. En réalité, quand on se replonge dans toutes ces périodes, on est beaucoup plus nuancé. On voit comment les gens ont vécu, comment ils ont souffert, comment leur choix était souvent très difficile. Et il me semble que vraiment, voir l'histoire comme une suite d'idées, c'est passer complètement à côté de l'histoire, parce que c'est une histoire très humaine et il y a beaucoup d'éléments de hasard qui interviennent. Quand on voit tous les hasards qu'il a fallu pour que Pucheux, par exemple, soit fusillé, on va voir tous les hasards qui ont fait que les principaux héros ont réussi à, comme Jean Moulin, c'est vraiment toute une suite extraordinairement hasardeuse. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était de contextualiser, d'essayer de montrer, non pas avec des a priori idéologiques, mais avec une sorte d'affection pour tous les personnages qui ont eu à vivre des périodes extrêmement difficiles. Parce que je pense qu'il y a une civilisation française, mais beaucoup de gens ne le pensent pas. Notamment chez les hommes politiques, je pense que l'idée ne traverse absolument pas. Donc, ce livre, je parle beaucoup du christianisme, mais parce que ce christianisme est pour moi extrêmement lié à la civilisation française. Il a même, on va dire, constitué
la civilisation française est une sorte de composé de christianisme et de Grèce antique, puisque cette idée de la personne humaine est née à la fois du 5e siècle avant Jésus-Christ et de Jésus, et c'est cet ensemble qui nous a modelé finalement la France, puisque lorsque Clovis s'est converti au christianisme et qu'il a refusé l'arianisme, eh bien, il a vraiment adhéré à la fois à toute cette civilisation gréco-romaine et en même temps, il a refusé cette confusion entre le religieux et le politique. Et vraiment, le début de la laïcité, c'est la conversion de Clovis. La laïcité ne vient pas, comme certains le croient, de la séparation de l'Église et de l'État, elle vient de l'Évangile de Jésus, rendez à César ce qui est à César, et elle vient de Clovis, de ce baptême qui est fondateur de la France. Et évidemment, il y a en ce moment une sorte de conspiration à la fois contre le religieux général et contre le christianisme à la faveur de ces lois contre qui voulaient essayer de lutter contre les dérives de l'islamisme. Ce sont les lois sur le séparatisme. Mais curieusement, il y a une évolution de la République qui a beaucoup changé. On oublie qu'elle date de 1792 et que cette République, on voudrait un peu diviniser. Enfin, c'est pas vous, l'Île-de-France, je veux dire que la République n'a pas que du bon. Mais parce que la République, dont Manuel Valls, Xavier Bertrand et d'autres nous disent que c'est absolument une sainte, on a envie de leur dire, oui, une sainte, mais il y a quand même eu la Vendée, le génocide vendéen, il y a quand même des choses de la République qui ne sont pas jolies. Il y a eu aussi la guerre du Rif, dans laquelle on a envoyé des gaz asphyxiants sur les Marocains. Non, la République n'a pas été toujours vraiment ce qu'on peut imaginer. Voilà. Elle a ressemblé souvent, dans ses excès, elle n'a rien eu de très supérieur à la monarchie. Enfin, donc, je crois que c'est l'ancien chrétienne que Jacques Chirac a refusé de faire inscrire dans la Constitution européenne. Je pense que c'est essentiel et qu'en ce moment, nous assistons à un mouvement de la République qui, après la loi de 1905, qui déjà était une conséquence absurde, dans le sens de l'affaire Dreyfus, puisque c'est la position de l'affaire Dreyfus, du clergé pendant l'affaire Dreyfus, qui a amené l'arrivée du bloc des gauches et le vote de la loi de la séparation des Églises et de l'État, qui a eu des conséquences catastrophiques, parce que c'était l'abandon des congrégations, la diffusion de la culture, de la civilisation française en Extrême-Orient, en Orient, a complètement disparu. Donc il y a eu un recul extrêmement grave de la France. Et puis on s'est trouvé dans une position, finalement, la République était mal à l'aise, parce qu'elle a essayé de purger la France d'un christianisme qui est constitutif de ce qu'elle est. Et d'ailleurs, on l'a bien vu à ce moment-là, puisque très souvent, il y avait les principes, les grands principes de laïcité et d'anticléricalisme, mais en même temps, il y avait un téléhomme, à la fin de la guerre de 14, il y a eu un téléhomme avec toutes les hommes politiques qui étaient là. Il y a eu un autre téléhomme en 1940, Paul Reynaud a entraîné le gouvernement pour prier la Sainte Vierge à Notre-Dame pour gagner la guerre. Ça n'a pas marché. Enfin. Et il faut signaler également que la République a choisi, à travers De Gaulle, la croix de Lorraine comme emblème et Jeanne d'Arc comme sainte patronne. Et à ce propos, il y avait, on disait que Clémenceau était allé voir, pendant la guerre de 14, Foch, le généralissime, et il arrive, le général, il s'est de lui,
Et lui dit, ah, je veux bien aller le chercher, mais il est à la messe. Et Clémenceau dit, ne le dérangez pas, ça lui a prévu la Russie. Donc vous voyez, je crois qu'il y avait dans la République une sorte d'acceptation, disons, du fond profondément chrétien, catholique de la France. Mais maintenant, nous avons une dérive, parce que nous sommes passés de l'anticléricalisme, de son souverain, à l'athéisme. Et au fond, on l'a bien vu, lorsque, je crois que c'est le président de la République, a déclaré qu'il n'y a rien au-dessus de l'homme, je crois que c'est vraiment quelque chose d'un peu étrange de dire ça dans un pays qu'on a appelé la filet d'église. C'est très étrange de pouvoir imaginer que l'athéisme, et c'est ça le contenu, au fond, de la loi sur le séparatisme, eh bien, c'est au fond prôner un athéisme d'État. Un athéisme d'État. Et évidemment, mon livre s'inscrit complètement en faux, parce que je dis que le parti laïcard, le parti laïciste, si vous voulez, voudrait s'établir comme une nouvelle religion. Dire, au fond, la religion, c'est un âge de l'humanité, un âge inférieur. Et puis, on a fait d'enfance de l'humanité, et puis on devient adulte, et à ce moment-là, on chasse cette idée absurde, cet obscurantisme, et on adhère à cette idée de Staline, l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est uniquement pour essayer d'égarer le peuple et ne pas lui faire voir les réalités sociales. Eh bien, je pense que cette idée s'est développée énormément, et il y a, après un anticléricalisme d'État, nous sommes maintenant dans un athéisme d'État qui est extrêmement dangereux. Et on peut se dire que finalement, c'est Napoléon qui avait raison. Parce que quand on voit les bienfaits du Concordat, le Concordat qui existe, d'ailleurs encore aujourd'hui, le Concordat existe en Moselle et en Alsace, et avec, tenez-vous bien, une interdiction, même une condamnation des blasphèmes. Le blasphème religieux était condamné jusqu'à il y a 3 ans à la prison. 3 ans de prison, c'est une blasphémie. Donc, vous voyez, et ça a tenu extraordinairement bien. Et en 1919, on a voulu supprimer ce statut spécial, et les 2 départements ont menacé de retourner avec les Allemands, puisque pour ne pas qu'on leur change leur statut. Donc, il me semble que reconnaître, comme le faisait le Concordat, que le catholicisme était la religion de la majorité des Français, mais que les autres religions, la liberté de culte était bien entendu introduite, font subventionner les religions, c'était certainement un système qui fonctionne très très bien, mais qui aurait intérêt à refonctionner aujourd'hui. Je crois que vouloir croire qu'on va lutter contre l'islam en luttant contre le religieux est, à mon avis, une profonde erreur. Je crois que le religieux, et je cite Renan, qui dit le religieux, quel qu'il soit, quelle que soit la confession, quelle que soit la croyance, c'est quelque chose, c'est un désir d'élévation. Et ce désir d'élévation, il faut le respecter. Et ce désir d'élévation, hélas, les religions sont souvent instrumentalisées politiquement. On ne va pas dire que le christianisme n'a pas été utilisé politiquement. Azad, c'était quand même la conquête de l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'exemples où le christianisme a été utilisé pour l'esprit de conquête et pour des combats, l'inquisition, pour des combats injustes. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, sur l'islam, il faut lutter politiquement contre l'islam, contre, bien sûr, le terrorisme islamique, mais que l'islam, en tant que religion, ne peut, à mon avis, pas être suspecté, parce que sinon, d'ailleurs, c'est une question presque de raison. Si on suspectait l'islam, que ferions-nous des 6 millions de musulmans qui vivent actuellement en France ?
de l'événement partant de Château-Thierry et Amin Malouf. Voilà. Et c'est vraiment un grand honneur. Il parle de façon extraordinaire de La Fontaine. Il nous en rappelle les origines orientales. Il faut quand même avoir en tête beaucoup de fables, même si souvent elles sont inspirées des hommes. Beaucoup de fables sont inspirées aussi d'un certain Pipet de l'Orient, notamment les deux pigeons, les deux amis, la tortue et les deux canards. Donc voilà. Et pour partir encore une fois de cet enthousiasme autour de La Fontaine et de ses 400 ans, j'ai personnellement, il y a un rêve un peu fou qui est en train de se réaliser. C'est avec la mairie du 16e arrondissement, nous sommes en train d'offrir à La Fontaine, pour ses 400 ans, son théâtre de verdure. Voilà. Alors Martine parlait de l'art anthropocène. L'art s'inscrit dans la nature, mais qui mieux que La Fontaine représente cela? Lui, qui avait la charge de mettre des eaux et forêts, lui qui s'est inspiré de la nature dans ses poésies. Donc voilà, aujourd'hui vraiment on n'a que de l'enthousiasme à partager autour des 400 ans de La Fontaine. Martine et Nicolas vous tiendront au courant de ce festival que nous allons créer du 15 juin au 15 juillet avec la mairie du 16e arrondissement dans le parc Sainte-Périne. Nous allons créer un théâtre Jean de La Fontaine. Voilà. Alors, on était resté tout à l'heure ici, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but, sitôt êtes-vous sage, reparti l'animal léger, ma commère, il vous faut purger avec 4 grains et bords. Sage ou non, je parie encore, ainsi fut fait, et de tous deux ont mis près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qui, fait leur près d'être atteints, ils s'éloignent des chiens, les renvoient aux galantes et leur fait arpenter les landes. Et leur dis-je, ils en dressent pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, ils laissent la tortue aller son train de sénateur. Elle bat. Elle s'évertue. Elle se hâte avec lenteur, grande leçon. Pendant lui méprise une telle victoire, tient la gageure un peu de gloire, croit qu'il va de son honneur de partir tard, il bouille qu'il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Que serait-ce si vous portiez une maison? À la folie! Passionnément. À la folie! Pas du tout! Pas du tout! Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de femmes et d'hommes qui ne peuvent pas se contenter de passionnément. À la folie! Il leur faut à la folie. Bon, on va s'arrêter là. Ah ben voilà! D'accord avec moi. Il est paresseux, il n'ose pas venir jusqu'à moi. Mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici est un dieu. Comment dis-je, il perdit la lumière, quelle suite fut ce mal. Peut-être est un bien, j'en fais juge un amant, il ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble, s'ils n'étaient pas encore privés des yeux. Une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux, l'autre n'eut pas la patience et lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance.
femme et mère, il suffit pour juger de ses crimes. Les dieux en furent étourdis. Et Jupiter, et Némésis, et le juge d'Ankar, toute la bande, elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cause fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Et le mot de la fin sera de La Fontaine, bien sûr. C'était un mot que j'avais déjà au début, en pensant à la fin. C'est un mot qui dit « Si de vous agréer, je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. »